Salut la team, ce soir mon but c'est de vous faire une overview un petit peu de comment est-ce que je dev avec l'IA en ce moment, les différents outils que j'utilise, pourquoi est-ce que je l'utilise, dans quel contexte, etc. Et on va parler un petit peu des limites aussi vis-à-vis de ce que j'essaye de faire et pourquoi est-ce que c'est toujours important d'apprendre des concepts de dev, pourquoi est-ce que c'est toujours important de savoir dev et de se rendre compte de ce qui se passe un petit peu dans le code euh, en ayant au moins des connaissances de base, qui est le truc que je préconise et que d'ailleurs j'ai envie d'enseigner dans mon cours, mais j'ai pas le temps de faire mon cours en ce moment parce que j'ai trop de taf. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai trop de taf? En ce moment, je suis en train de refacto une portion vraiment très centrale de mon projet, donc le projet que je fais avec mes associés qui est Dupsy. Donc ça, dupsy.fr. Et dans Dupsy, on a un système de questionnaire qui permet de donner des métriques au pôle RH en gros, pour savoir un petit peu comment est-ce que ça va dans l'entreprise. Le truc, c'est que ça, du coup, ça fonctionne avec des questionnaires, un petit peu comme ça, où on manage des questions, etc. Il y a plein de types de questions, il y a plein de trucs à faire, il y a différents chemins, etc. Sauf que aujourd'hui, il n'y a pas de versionning. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est une faute de ma part, c'est que si je modifie ce questionnaire et que par exemple, je supprime cette question, les gens qui ont déjà répondu à ce questionnaire, eh ben, ils vont avoir un sacré problème, c'est que leurs résultats, ils vont devenir bizarres. Il y aura des réponses à des questions qui n'existent plus. Donc ça, c'est un design qui est bancal et qui est inadmissible. Nous, ce qu'il nous faut, c'est que on puisse jamais vraiment détruire un questionnaire, ou quand on le modifie, finalement, les questions, elles sont copiées. Et, euh, et du coup, en fait, ce à quoi l'utilisateur répond, c'est une version du questionnaire et pas le questionnaire directement. Pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait, enfin, pour prévoir ce refacto et voir un petit peu comment est-ce que j'aimerais le faire, je me suis fait un petit projet de standalone que j'ai fait à part de mon projet pour me séparer un peu de toute la lourdeur de mon projet et repartir d'un truc vraiment clean et pour pouvoir un peu le vibe engineerer et le faire du coup avec pas mal d'IA pour vraiment plus être dans une phase de réflexion de ce que j'allais faire. La résultante et ce que j'obtiens de tout ça, c'est un système un petit peu comme celui-là, où on a toujours ce système de questions ici sur la gauche qu'on peut organiser, donc dans des axes, hors d'axe, je peux mettre cette question par exemple avant ou après, etc., ça changerait. Et j'ai une vue de flow où je vais pouvoir manager aussi des conditions pour dire par exemple si l'utilisateur y répond oui, et ben en fait il va pas à la réponse, enfin s'il répond non, il va pas à la question 2, il va directement à la question 3. Bref, ce système il est beaucoup mieux, en tout cas sur le papier, et il me plaît beaucoup plus, et du coup maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que je le réimplémente dans mon application principale. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va discuter de comment est-ce que j'ai fait déjà cette espèce de POC, euh, pourquoi est-ce que je l'ai fait comme ça, est-ce que je le referais comme ça si c'était à refaire, et on va discuter aussi de un petit peu d'organisation, de code, etc. Donc premièrement, ce que je vous disais que j'ai fait, c'est que pour faire ce truc-là, je suis parti d'un projet où j'ai juste créé un dossier et j'ai installé la méthode BMAD. La méthode BMAD, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, c'est ça, BMAD méthode. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé donc cette méthode que j'ai installée très facilement avec un pnpm dlx bmad méthode install, et je l'ai initialisé voilà. Et ce que je voulais, c'était avoir un des outils de la méthodologie BMAD qui fonctionne très très bien. Et cet outil, c'est la suite et l'outil de brainstorming. L'outil de brainstorming de BMAD est vraiment surpuissant. Autant le système de code par sprint, etc., est très très lourd aujourd'hui et pas assez efficient, autant la capacité à faire du brainstorming est vraiment cool. Et du coup, en fait, quand vous faites votre brainstorming avec ce genre d'outil, donc je sais pas si on peut retrouver la conversation où je l'ai fait, à mon avis, elle existe plus forcément. L'idée, c'est que ça m'a permis de produire ce document, et dans ce document, il y a vraiment toutes les réflexions sur le nouveau système et comment est-ce que je voulais qu'il fonctionne.
Donc je suis vraiment parti d'un besoin où j'ai expliqué ce que je voulais faire, que je voulais un système de graphes, que je savais déjà quand même plus ou moins avec quelle librairie je voulais le faire. Et donc j'ai réfléchi à ce truc-là. Ce que ça m'a permis de faire, ce système de brainstorming, c'est d'avoir une conversation où j'ai une IA qui interagit avec moi, qui me pose plein de questions sur des trucs que j'ai pas forcément pensé. Quel est l'impact, par exemple je sais pas comment est-ce qu'on design les différentes entités pour avoir des versions. Est-ce que on copie les axes et les thèmes aussi, ou est-ce qu'on copie juste les questions? Bref, tout ça, ça a été beaucoup de réflexion, beaucoup de temps à faire des allers-retours avec l'IA pour décider de comment est-ce que je faisais tout ce système. Et en parallèle de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi, alors je vais pas l'ouvrir, mais en gros, j'ai aussi des conversations sur Gemini et sur ChatGPT où j'ai posé plus ou moins les mêmes questions sur comment est-ce que je le ferais pour avoir plusieurs sons de cloche et pour réfléchir à ce truc-là. Et j'ai aussi utilisé Claude Code dans mon projet perso, enfin dans mon projet du psy, comment dire, pour réfléchir à comment est-ce que je pourrais faire ce système. Bref, une fois que j'ai eu fait ce truc-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré un premier PRD qui est en gros, c'est presque votre cahier des charges, quoi. C'est un peu vos specs techniques et enfin, c'est vos specs semi-techniques et ce qu'il y a à faire. Donc on voit qu'il y a une table de contenu, la stack qu'on a prévue, le modèle de data, les API contract, etc. Et de là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans une réalisation avec l'IA en discutant. Alors, il me semble pas avoir fait des sprints. Non. Là, pour ce truc-là, j'ai pas du tout fait sprint. J'ai juste utilisé des... Ah si, backlog done. Et voilà. Alors du coup, on en revient à... J'ai fait un peu la même chose que ce qui se fait du coup dans la méthode BMAD, mais je l'ai fait à la mano. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, ok, on va séparer tout le travail qu'il y a à faire d'après le PRD en différentes épiques. Donc les épiques, c'est des gros blocs de travail à faire. Et ensuite, je lui ai dit que chaque épique allait avoir un README. Donc le README explique ce qu'il y a à faire dans cette épique-là. Donc ça, bon, c'est les foundations, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Mais chaque épique a son README qui explique les trucs qu'il y aura à faire. Et en plus, elle a le travail à faire séparé en plus petites portions. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que pour moi, pour deux raisons en fait, il y a deux raisons. La première, c'est que nous les humains, on n'est pas aussi rapide que l'IA et on peut pas encaisser le changement de tout ça. Là, je peux vous le dire, le changement de tout ça, c'est des centaines de fichiers. Et donc, si moi je dois me taper une review pour voir si ça a été bien fait avec 400 fichiers, et ben c'est mort, c'est trop dur à faire, même pour un dev qui a 7, 10, 15 ans d'expérience, c'est trop intense et nous on veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est avoir des tâches incrémentales qu'on va pouvoir review et qui vont être à taille humaine et qu'on va pouvoir rechecker. Aujourd'hui, pour moi, il y a toujours besoin de checker. Ce truc-là, je vous le dis, c'est pour ça que je parlais de vibe engineering pour faire un POC, un proof of concept, parce que moi, ce que je voulais tester, c'était plutôt toute la partie interface, donc tout ce truc que je vous ai montré avec tout ça là, pouvoir tester des petites fonctionnalités comme ordonner, etc. Tous ces trucs-là, je voulais pouvoir le faire, mais du coup, j'ai été moins regardant sur le code. Et ce que je vois, c'est que à la fin, j'avais ce système-là où je croyais avoir certaines choses, et en fait, quand j'ai commencé à checker le code, je me suis rendu compte que il y avait plein de raccourcis qui avaient été pris par l'IA, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas implémentées, qu'elle n'a pas voulu implémenter, etc. Ce qui fait que quand j'ai commencé à discuter dans mon projet avec Claude Code pour lui faire ramener et planifier la migration vers cette nouvelle feature, quoi, en utilisant tout le code que j'avais déjà fait dans ce projet, etc. Et bah, on a eu des petits problèmes et je commençais à voir apparaître des trucs où il me disait bah là on ferait les entités comme ça et je me disais mais c'est bizarre, ce système d'entités il fonctionne pas. Donc les entités c'est c'est les parties de votre base de données quoi, enfin le schéma de vos différentes entités dans la base de données. Donc par exemple les questions, les questionnaires, les axes, les thèmes, tout ça.
Tout ça, il y a besoin d'un schéma dans la base de données. Et donc, quand il a commencé à me faire les schémas pour implémenter ça dans mon vrai projet à moi, je voyais il me disait un peu de la merde. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Et en fait, quand j'ai rechecké le code qui était là-dedans, et ben en fait, il y avait la moitié des features et la moitié des trucs qui n'avaient pas été faits parce que l'IA. Parce que l'IA, elle fait un petit peu comme elle veut, etc. Et si vous ne checkez pas, et elle fait ce qu'elle veut. Et donc, ça, c'est pour moi le problème euh, que vont avoir des vibe engineers ou des vibe codeurs. Parce que si vous laissez l'IA faire, c'est très bien pour un POC, mais sur le long terme, ça marche pas. Enfin, pour moi, ça marche pas parce qu'il y a il y a trop d'inconnus, il y a trop de trucs où au bout d'un moment, l'IA, elle va se prendre les pieds dans le tapis et le code, il va pas être consistant, donc ça veut dire qu'en plus, au niveau des standards qu'elle applique, c'est pas forcément, c'est jamais les bons. Enfin bref, vous vous retrouvez avec un code qui va devenir au fur et à mesure fouillis. Alors au début, ça marche très très bien. Ça, je l'ai fait en vraiment très très peu de temps finalement. Et j'étais même assez impressionné finalement d'avoir pu faire autant en si peu de temps. Par contre, voilà, au bout d'un moment, tout ce truc-là, sur le long terme, il devient fouillis. Et votre code, il devient, voilà, ça devient un bordel. Et en fait, ça finit par planter ou par vous planter. Et au final, l'IA, au bout d'un moment, voilà, il y a trop de trucs pour jongler pour elle. Donc, dans mon projet, je prends le temps de raisonner beaucoup plus parce que je veux pas implémenter des trucs de merde. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti de conversation avec Claude Code. J'ai fait extraire un PRD 2 que j'ai cleané, où j'ai vraiment genre tout relu. Je lui ai fait changer tous les trucs qui me plaisaient pas. Au niveau, le but c'était vraiment plus d'avoir ce PRD V2 là. C'est plus une documentation de la feature, enfin le cahier des charges exact de ce que je veux dans la version finale qui va être dans mon vrai projet de startup. Donc ce truc-là, il est cleané. Et une fois que j'ai cleané ce truc-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans mon vrai projet, je lui ai filé le lien vers ce fichier-là, et je lui ai dit, OK, on va planifier la migration de notre système de questionnaire vers ce nouveau système de questionnaire dans notre projet. Et c'est là aussi, encore une fois, que je vois que l'IA va pas forcément toujours vous guider dans la bonne direction non plus, là-dedans. Là-dedans, moi, il m'a proposé des choses où finalement ça avait pas de sens, où ça me mettait dans la merde pour la suite. Et c'est là aussi où vous devez apprendre à développer un regard critique pour moi en tant que dev ou que ingénieur. Ça peut être aujourd'hui, on parle de full stack product manager aussi, donc même en tant que PM finalement qui fait du code avec l'IA, vous allez devoir développer un regard critique sur certaines choses, par exemple vous dire ok, et là par exemple moi mes deux features elles doivent vivre en parallèle parce qu'en prod l'ancien système il est utilisé. Donc tant que j'ai pas le nouveau système qui est clean et que je peux pas rediriger mes utilisateurs dessus, je peux pas tout détruire l'ancien système et construire le nouveau. Donc il faut que je maintienne les deux. Et donc au début, lui, il me croisait des tables avec des anciens trucs et tout. Je lui ai dit non, t'as pas compris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux tables séparées. Et on va faire vraiment des tables séparées qui n'ont rien à voir avec les deux systèmes. Et une fois que le nouveau système il sera en place, je migrerai les anciennes datas dans le nouveau système. Donc ça, pour moi, c'est toute la partie réflexion. Et là, vous pouvez voir que j'ai fait un peu la même chose que sur les autres trucs. C'est-à-dire que j'ai créé un dossier pour mon épique de refacto du questionnaire. Et dedans, je lui ai fait faire la liste de toutes les US. Mais là, on voit encore un autre problème, c'est que on a beaucoup de trucs quand même. On a beaucoup de trucs et c'est trop long. Et du coup, là, moi, je suis dans une voie où je réfléchis un peu différemment, où finalement, je commence à me dire, ok, oublions l'IA en fait quelques minutes et comment est-ce que ça se développerait de manière idéale si j'avais une team de développeurs et s'il y avait des mecs qui bossaient pour moi. On aurait certainement séparé le travail un petit peu de deux manières. J'aurais demandé à un mec de faire le back-end et de faire un petit peu plus toute la partie entité et structure de la base de données. Ensuite, il y aurait probablement un premier gars qui peut bosser sur des contrats entre le front et le back. Ces contrats, une fois qu'ils sont poussés, il peut y avoir un mec qui va bosser sur les features du back-end
et un mec qui pourrait commencer déjà à reprendre toute cette UI qu'on a développée dans le projet standalone, donc tous ces trucs-là, et à la rapatrier dans le nouveau projet, enfin dans le vrai projet. Et donc là, on commence à voir qu'on peut avoir des chemins où on peut paralléliser du travail. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, dans la nouvelle génération un petit peu de dev à faire avec l'IA, c'est de paralléliser au maximum du travail en gardant la main dessus. Comment est-ce que aujourd'hui, alors je vais pas vous montrer en détail parce que je peux pas tout vous montrer, ça serait trop long, mais comment est-ce que aujourd'hui on paralléliserait du travail en fait, et comment est-ce qu'on maintient des standards? Et ben ça c'est un autre framework. Alors moi ce que j'ai tendance à faire c'est utiliser du coup pour tout ce qui est standard, il y a le framework AgentOS qui est pas mal aussi et qui permet de documenter différents standards dans votre code que vous voulez réappliquer. Ce que ça vous permet, c'est quand vous faites une tâche, par exemple, je pourrais très bien lui dire, ok, genre là je vais lui dire, je vais me mettre en mode plan, et je vais dire, on va dev ça, applique ces standards, et je peux lui passer les standards que je veux. Donc par exemple, si je sais pas, il y a des tests à écrire, je vais lui passer ce standard-là, je vais lui passer ce standard-là, etc. Et il y a même une commande dans le framework AgentOS qui vous permet de lui passer une tâche et de lui dire trouve-moi les standards qui doivent être appliqués à cette tâche-là. Donc ça, c'est un autre aspect du développement que vous pouvez avoir, qui est pas mal, qui est d'utiliser ça serait du standard driven development, du spec driven dev, ou ouais, c'est un peu entre les deux. Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser après tout ce qui va être le plan mode, de faire des plans, enfin de reprendre entre guillemets une phase de plan avec votre US et votre contexte, et de faire ça. En plus de tout ça, ce qui vient en parallèle de tout ça, c'est que moi quand je lance Claude Code, là, si je fais CC, on peut aller regarder notre contexte, et dans notre contexte ici, on voit que j'ai pas mal de trucs qui sont chargés, mais avant, j'avais j'avais plus de 80K qui étaient déjà utilisés dès le départ. Pourquoi? Parce que mon contexte engineering avec mon Claude.md, il était trop lourd. Je lui expliquais trop de trucs, etc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai modifié. Et mon Claude.md, il contient plutôt une espèce de... Il contient des trucs hyper importants. Et ensuite, il contient une table des matières qui le redirige vers ma documentation sous forme de... Enfin, une sous-structure de ma documentation. Donc en gros, il peut aller voir. Et s'il a besoin d'une info, par exemple, par rapport au back-end, eh ben, il pourra aller voir ce truc-là. Une partie qui est importante pour moi, c'est ce truc-là, c'est le Ubiquitous Language. C'est définir avec lui un petit peu la terminologie et à quoi ça correspond. Par exemple, nous, dans notre startup, on parle de baromètre quand on parle de ce qu'on pourrait dire, des questionnaires. Et donc, ce truc-là, lui, il comprend que les baromètres, c'est des questionnaires planifiés qui servent à faire des campagnes auprès de certains utilisateurs. Bref, en gros, toute la terminologie, elle est définie. Et ces trucs-là, c'est des trucs qu'il faut maintenir et mettre à jour, c'est assez important. Donc ce que ça permet, c'est que j'ai pas besoin de réexpliquer tous les concepts à Claude Code ou à l'agent que vous utilisez. Je vais avoir un... Il comprend les bases de mon projet, il sait avec quoi mon projet il est fait, il sait où trouver la documentation dont il a besoin. Il y a des arguments en ce moment qui disent que c'est pas forcément nécessaire, alors à vous de voir. C'est pour ça que j'avais ouvert sur mon navigateur la chaîne de Théo T3. Vous pouvez regarder, il vient de faire une vidéo sur deleteyourcloud.md et agent.md. En gros, il y a des études qui disent que selon comment votre truc il est foutu, finalement ça augmente la consommation de tokens et que en plus potentiellement ça fout la merde. Et ça, tout ça pour finalement améliorer les résultats que de 4%. Pour le moment, je suis pas d'accord. Je pense que si votre contexte il est bien géré, c'est bénéf d'utiliser ça, c'est sûr et certain. En tout cas, je sais qu'au niveau des explications que j'ai besoin de donner et que avant j'avais, enfin, ça change. Avant, j'avais beaucoup plus besoin d'expliquer certains trucs.
Voilà, on va en arriver à la partie la plus importante qui est, enfin la plus importante. C'est que là, moi par exemple, donc ça à voir, c'est à vous de choisir et c'est propre à chaque tâche que vous allez effectuer. Moi là, on est dans un cas de gros refactoring. Quand vous faites des plus petites tâches, plus atomiques, c'est pas forcément nécessaire. Maintenant, quand vous travaillez au niveau d'une nouvelle feature, que c'est une épique, peu importe si elle est aussi grosse, celle-ci par exemple elle est plus légère, ce qui va être intéressant de faire pour moi, c'est de réfléchir à la parallélisation. Donc là on voit dans le contexte que je lui ai fait écrire, il y a une liste de dépendances des tâches. Et ce que ça permet de faire, c'est de réfléchir au bout d'un moment à comment est-ce qu'on peut bifurquer pour faire développer différents trucs en même temps, ce qui peut énormément servir. Donc là, moi, comme je vous dis, ce truc-là, bah, j'y réfléchis et potentiellement, je vais me permettre de bypasser certaines tâches qui ont été planifiées pour qu'il fasse directement certaines autres parties du travail pour moi différemment. Mais l'idée globale quand même, c'est d'établir les endroits où vous pouvez envoyer, comme si vous aviez plusieurs devs dans votre équipe, comment est-ce que vous pourriez les faire travailler ensemble pour que vous puissiez avoir le résultat final plus rapidement. Et toujours de manière qualitative et de manière assez clean, en gardant un code clean et en gardant un code surtout que vous allez pouvoir review et pouvoir vérifier. Comment est-ce que là, moi, je vais m'y prendre pour ce truc-là en particulier? Eh ben, c'est le moment où on va utiliser les worktrees, en fait. Les worktrees, c'est un truc qui existe dans GitHub, que pas aujourd'hui, qui devient vachement plus populaire, mais qui l'était pas avant. Ce que ça permet un worktree, c'est tout simplement d'avoir deux branches ouvertes de votre projet, en gros deux versions de votre projet ouvertes en parallèle. Et du coup, ce que ça nous permet ça, c'est de séparer en deux branches notre travail et d'envoyer deux agents travailler sur deux versions du code différentes en même temps. Et là, c'est assez ouf, sachant qu'en plus, Anthropic, a ajouté récemment les agent teams. Donc en gros, en plus de ça, maintenant, avant, il envoyait des sous-agents. Je sais pas si on peut ouvrir un truc comme ça. Avant, en gros, des fois, Claude Code, il faisait, vous aviez votre tâche. Donc ça, c'était le thread principal. Et dedans, lui, il faisait sub-agent. Et il en envoyait potentiellement plusieurs comme ça. Le problème, c'est que chacun faisait son taf dans son coin. Et une fois qu'ils avaient fini, ils renvoyaient à l'agent principal ce qu'ils avaient fini de faire. Donc quand ils avaient fini, en gros, ils venaient et ils disaient voilà le résultat. Du coup, l'agent principal, donc ça on va dire main agent, lui, il attendait le résultat de tout le monde, et une fois qu'il avait le résultat de tout le monde, il disait ok, j'ai la conclusion de tout le monde, voilà la mienne. Et hop, il vous donnait la conclusion. En gros, récemment, ils ont un petit peu changé ce système et ils ont fait main agent, ça devient un chef d'orchestre. Et les sub-agents, ils peuvent, c'est comme s'ils avaient un peu un chat imaginé. Donc en gros, ils ont un fichier qu'ils utilisent pour discuter entre eux. Et du coup, pendant qu'ils travaillent, cette fois-ci, ils peuvent communiquer ensemble. Donc par exemple, je sais pas, il y en a un qui va dire « Ah, moi je m'occupe de ça », il va commencer à le faire, et il va dire « Ah, mais toi, comment est-ce que tu vas gérer ce truc-là de ton côté? Parce que si je le fais mal, toi tu vas être impacté. » Et donc ils discutent tous les deux, et ils font le taf ensemble. Mais ce système-là, il est toujours sur la même branche. Ça veut dire que tous ces sub-agents-là, ils modifient le même code tous ensemble. Donc si moi, par exemple, là, je suis sur ma branche New Questionnaire System, ils sont vraiment tous sur la même branche. Donc maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'avec un worktree, je sais pas si j'ai un Git worktree list, j'en ai un qui est ouvert, non, j'en ai qu'un. Tac, Git worktree, je connais pas la commande par cœur, hein, je suis désolé. Git worktree, add worktree, donc là je pourrais faire ça. Et donc ce que ça va faire, c'est que je pourrais lui dire, on va partir de telle branche, donc là je pourrais lui dire, on va partir de cette branche-là, si c'est à partir de maintenant que j'ai envie de diviser mon travail, je vais lui dire, on va partir de cette branche-là, tu vas me créer une nouvelle branche,
Cette branche-là, ça va être genre mon dev test. Et ce que ça va me permettre, c'est du coup d'avoir, comme je vous disais, une copie de tout mon code dans un sous-dossier. Et cette copie de tout mon code dans un sous-dossier, je peux runner un Claude Code dedans. Et lui aussi va avoir sa propre team d'agents. Donc là, on pourrait appliquer encore ce système-là. Et on va avoir la copie du projet 1, copie 1, et donc ça, je vous dis, ça fonctionne plus pareil. Et on va voir la copie 2, qui sont sur deux branches différentes. Donc là, branche test, et là, c'est la branche main, par exemple. Donc là, on pourrait avoir, tac, ça, et un deuxième chef d'orchestre qui travaille de son côté. Une fois que vous avez fini de faire ce truc-là, ce que vous allez faire en vrai, c'est que lui, il va faire une PR, donc une pull request, et il va dire, ok, voilà tout le code que j'ai généré, je te propose de le fusionner ici. Donc moi, ça me permet de faire avancer ce travail-là. Ce truc-là, moi, une fois que j'ai fini, je fais un commit, par exemple. Donc là, je commit mon travail, et je me dis, ok, j'aimerais bien récupérer ce travail-là, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, et je vais faire un rebase. Donc en gros, je vais mettre le taf de la branche copie 2, enfin test, de la branche test, et juste derrière, je vais mettre mon commit. Bref, tout ça après c'est des guides workflow, c'est apprendre à manager Git correctement et à gérer un peu vos merges, vos trucs et tout. Mais sachant que moi par exemple, toute cette feature là, ça va être ma branche de feature. Si je veux paralléliser du travail, à la fin, je veux que tout le travail il soit rapatrié sur cette branche-là, parce que cette branche-là, elle contiendra le travail final pour toute cette feature-là. Donc, j'ai tout intérêt à utiliser des worktrees, comme ça, comme je vous disais, et à envoyer des agents faire différentes parties. Donc là, moi, le cas concret, ça aurait été de dire, ok, bah toi, sur cette branche, du coup, qui s'appelle, tac, on va reprendre le nom, sur cette branche-là, toi, le chef d'orchestre, tu te démerdes et tu me fais les méthodes back-end selon le plan qu'on a décidé. Et du coup, pendant ce temps-là, lui, je vais créer une copie UI de New Questionnaire System, par exemple. Et lui, je vais lui dire, bah, toi, ton travail, c'est de faire rapatrier l'UI qui a été faite dans le projet standalone dans du pied. Voilà, par exemple. Et donc lui, il fait son taf, et une fois qu'il a fini, je lui dis maintenant, tu commit, et tu fais une PR. Vers. Voilà, exactement. Et donc c'est ça qui me ferait. Donc voilà, c'est un peu tout le flow et ce qu'on utilise pour moi en ce moment en agent, sachant que en général, du coup, ce genre de truc, les worktrees comme ça, vous n'allez pas les manager trop ici. Vous allez plutôt les manager dans un terminal comme iTerm. Donc, je vais vous mettre ça là, bam. Et ici, vous allez avoir, je crois que c'est Option D, Command Shift D. Voilà. Command Shift D, par exemple, ça va splitter mon terminal. Et ici, je vais avoir un Claude Code qui run sur une branche. Et ici, je vais avoir un autre Claude Code qui run sur une autre branche. Et donc ça, vous pouvez aussi le splitter comme ça. Voilà. Et ça vous permet d'avoir différents trucs qui tournent en même temps sur du code différent. Dans le même projet. C'est ça qui est important. Voilà, j'espère que cette overview, ça peut vous aider à comprendre un peu mieux le flow. Quand je sortirai mon cours, tout ça, c'est des trucs que j'expliquerai plus en détail et je ferai des vidéos où je vous prends plus par la main et où je vous montre vraiment step by step comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on installe ces frameworks, etc., comment est-ce qu'on les utilise. Je pense que je parlerai aussi des standards que moi j'utilise, comment est-ce que j'ai construit mon projet, le fait que par exemple moi j'ai un monorepository avec mon back-end, mon front-end, qui sont avec des technos différentes,
que j'ai un dossier shared qui contient des contrats communs entre le back et le front. Voilà, tout ça un peu, je pense que c'est des trucs que j'ai vraiment envie de partager et de montrer. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'apprendre ces trucs-là. Et je pense que le cours, après, il contiendra aussi des trucs un petit peu plus globaux, comme l'utilisation de GitHub, les worktrees, comme je viens d'en parler, tous ces trucs-là. Dites-moi s'il y a des choses que vous... En vrai, je serais hyper curieux, moi, ça m'aiderait énormément. J'avais fait un questionnaire, je sais pas si je le mettrai en lien dans la description, n'hésitez pas à regarder. J'aimerais bien, si vous avez des idées de trucs qui vous intéressent de comprendre mieux, de savoir des challenges par rapport à l'IA, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires parce que bah, si vous cherchez un cours un peu sur mesure, moi, ça me permettra de le créer en fait. Voilà, je vais m'arrêter avec ça. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que cette vidéo, elle en aidera certains. Et je vais continuer mon système et je vous ferai une update certainement dans une vidéo un peu plus vlog de où est-ce que j'en suis et comment ça avance. Je vous souhaite une très bonne soirée, à la prochaine vidéo, ciao.